Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de No Way Out 2008. Donc c'était le dernier pay-per-view de la Road to WrestleMania avant le plus gros show de l'année. Je vais pas perdre de temps, je vais commencer directement par les caractéristiques de ce pay-per-view. Le pay-per-view s'est tenu le 17 février 2008. Donc c'était dans le Nevada aux États-Unis. Donc c'était au Thomas and Mack Center, donc devant 13 306 spectateurs. Et le thème de ce pay-per-view, donc c'était Fake It de Caesar, donc un thème que j'aime beaucoup. C'est l'un de mes thèmes préférés de l'année 2008 au niveau des pay-per-view. Vraiment un bon thème que je vous conseille si vous ne connaissez pas. Je tenais juste à faire une toute petite précision, je ne sais pas si ça s'entend à ma voix, je suis un petit peu malade, donc voilà, si jamais ma voix n'est pas comme d'habitude, vous aurez l'explication. Voilà, j'en ai terminé avec les petites précisions et les caractéristiques de ce show, donc on va pouvoir commencer la review. Donc l'opener de ce pay-per-view, donc c'était pour le titre de la ECW, donc c'était le champion Chavo Guerrero qui remettait sa ceinture en jeu contre CM Punk. Donc une affiche qui donne quand même envie. Donc c'était l'opener de la soirée. Alors je vous dis franchement, j'aurais pas mis ce match-là en opener, sachant qu'on avait deux Elimination Chamber matchs dans le show. Ce que j'aurais fait, moi, c'est que j'aurais mis un Chamber en main event et un Chamber en opener. Je pense que ça aurait été mieux. C'est que des détails, hein. C'est vrai que c'est pas non plus très important, mais je trouve quand même que l'opener d'un show, c'est vraiment très important parce que voilà, ça te donne le ton de la soirée. Et voilà, là, on avait deux Chambers et je pense que ça a été une erreur de mettre ce match-là en opener, mais il a quand même rempli son job. Donc le match a duré 7 minutes 30, donc c'est pas énorme, c'est pas non plus une mauvaise durée, mais c'est pas voilà, c'est pas énorme franchement. Donc le match en lui-même, bah, honnêtement, je vous dis franchement, j'ai pas noté grand-chose. La seule chose que j'ai noté, bah, forcément, c'est la durée. Je pense qu'un Chavo Guerrero CM Punk, dans d'autres circonstances, par exemple pour le titre intercontinental, mais avec deux fois plus de temps, vraiment un match qui dure genre 14-15 minutes, honnêtement, je pense qu'on aurait vraiment pu se régaler et je pense que les mecs auraient pu voler le show. Là, en 7 minutes 30 de temps, c'est un petit peu compliqué de voler le show. Donc je vais revenir directement à la fin du match parce qu'honnêtement, je vous dis, j'ai franchement rien noté sur ce match. Donc en fait, à la fin du match, on a Punk qui a voulu porter un top rope Huracan Rana sur Chavo. Sauf que Chavo, lui, a réussi à s'accrocher aux cordes en fait avec ses mains. Du coup, Punk s'est cassé la gueule directement contre le ring. Et derrière, Chavo a pu enchaîner avec le Frog Splash familial des Guerreros pour conserver le ECW Championship. Donc j'ai plutôt bien aimé la fin. Le match en lui-même, franchement, était plutôt cool. Mais c'est vrai que bah, le seul défaut, c'est la durée, c'est pas énorme. Et surtout, quand tu connais les deux catcheurs, franchement, tu peux en espérer mieux. Ça reste quand même bien pour ouvrir le show, parce que c'était un bon petit match qui était pas trop long, mais qui était cool. Mais c'est vrai qu'honnêtement, quand t'as Chavo Guerrero et CM Punk, tu peux en espérer plus. Donc la note, j'ai mis 6,5 sur 10. Ça reste une bonne note, c'est pas une mauvaise note, mais c'est vrai que quand t'as ces deux catcheurs-là, franchement, tu peux en attendre plus. Ensuite, le deuxième match de ce pay-per-view, donc c'était le premier Elimination Chamber match de la soirée, c'était celui de SmackDown. D'ailleurs, je préfère le préciser, mais dans les deux chambers, il n'y avait aucun titre en jeu, c'était juste en fait être number one contender. Donc là, c'était pour être le challenger numéro 1 au titre poids lourd, à l'époque détenu par Edge. Donc alors au niveau des participants pour celui de SmackDown, on avait Batista, Finlay, l'Undertaker, MVP, le Great Khali et Big Daddy V. Match qui a duré presque 30 minutes, 29 minutes et 30 secondes. Donc déjà, la première chose qu'on peut remarquer, c'est les participants. On peut remarquer quand même qu'il y a beaucoup trop de poids lourds. On a quand même Batista, on a le Taker et on a deux méga poids lourds, Big Daddy V et le Great Khali. À noter qu'on a Finlay qui est un petit peu l'expérimenté, le brawler, le bagarreur. Et puis ensuite on a MVP. Mais voilà, la chose qui me dérange dans ces participants, c'est que pour moi, il aurait dû y avoir au moins ce mec High Flyer qui aurait apporté quelque chose. Je trouve qu'il y a trop de poids lourds dans ce match, très clairement. Alors comment est-ce que je vais vous résumer ça? On a commencé le match avec l'Undertaker et Batista. Je trouve que c'était un joli clin d'œil, hein, puisque les deux avaient eu une énorme rivalité
l'année dernière en 2007. Et voilà, c'était un joli clin d'œil, je trouve. Donc voilà, les deux ont commencé. Ensuite, on a eu Big Daddy V qui est rentré dans le match. Donc il a eu son petit temps fort. Mais il s'est fait rapidement éliminer. Donc en fait, il s'est pris un DDT du Taker à l'extérieur du ring. Et Batista a pu enchaîner avec le tombé. Donc voilà, Big Daddy V s'est fait éliminer sur un DDT à l'extérieur du ring. Donc sur le métal. Donc voilà, il est resté moins de 5 minutes dans le match. Ensuite, c'est le Great Khali qui est rentré. Donc pareil, il a eu son temps fort avant de se faire rapidement éliminer par l'Undertaker avec le Hell's Gate, la Gogo Plata, enfin c'est comme vous préférez. Et donc voilà, d'ailleurs Khali qui saignait de la bouche pour vendre la prise du Taker. Donc voilà, le Great Khali comme Big Daddy V au final qui n'aura pas eu un énorme impact dans ce match. Ensuite, c'est Finlay qui est rentré dans le match. Donc il s'est pas fait éliminer tout de suite. Donc ensuite c'est MVP qui est rentré, qui lui donc s'est fait éliminer par le Taker. Donc en fait à un moment on a donc MVP qui met une droite si je me souviens bien au Taker. Il en remet une autre, il en remet encore une autre et en fait on voyait Taker qui ne sentait rien, qui était vénère, il voulait juste le défoncer. Donc MVP, bah forcément, il a peur. Qu'est-ce qu'il fait? Il monte en haut d'une cellule. C'était pas forcément l'idée la plus intelligente de sa carrière. Et donc en fait, on a l'Undertaker qui a chopé MVP et l'a balancé du haut de la cellule. En fait, c'était un genre de choke slam du haut de la cellule directement donc contre le ring. Donc voilà, MVP qui se fait éliminer là-dessus. C'était un peu le spot du match très clairement. Et ensuite, on a Finlay qui s'est fait éliminer par l'Undertaker encore une fois avec le Chokeslam. Et donc, on se retrouve avec la finale donc, entre Batista et l'Undertaker. Et au final, on a eu une bonne petite finale entre les deux. À noter que le Taker s'est relevé d'une Batista bombe. Bon, ça, c'est pas surprenant. Lui, Batista s'est relevé du Last Ride Power Bomb du Taker. Finalement, à la fin du match, comment ça s'est déroulé? En fait, on a Batista qui prenait le Taker comme quand il allait porter sa Running Power Slam. Et donc, en fait, il balance une première fois le Taker dans le grillage. Et ensuite, il allait le refaire une deuxième fois. Sauf que le Taker, en fait, avec l'appui des cordes, a fait la bascule comme il fait des fois pour le prendre en Tombstone Pile Driver. Donc j'ai adoré ce moment parce que je ne l'ai pas du tout vu venir. Et derrière, bah, il a pu enchaîner avec le Tombstone Pile Driver pour la victoire du Taker. Donc comme vous le savez, qui a affronté Edge à WrestleMania 24 dans un très bon match d'ailleurs pour clôturer le show. Mais voilà. Donc alors mon bilan de ce match, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors très clairement, c'est pas le meilleur Elimination Chamber match de tous les temps, ça c'est sûr et certain, il y en a eu des meilleurs, ça c'est sûr. Après, il faut aussi prendre en compte les participants. Je trouve que le casting n'a pas forcément été très judicieux, il y a trop de poids lourds, les poids lourds n'ont pas été très très bien utilisés. Moi ce que j'aurais fait c'est que j'aurais fait rentrer soit Big Daddy V en premier par exemple, et j'aurais fait rentrer le Great Khali en dernier, mais je les aurais pas fait rentrer coup sur coup. J'ai pas trouvé ça très intelligent. Ça aurait été drôle par exemple que Big Daddy V rentre en dernier et défonce tout le monde. Genre. Donc voilà, j'ai pas trouvé forcément les super heavyweight très très bien utilisés dans ce match. Mais sinon le match était plutôt plaisant, je préfère le dire, en prenant en compte les gabarits qu'on a. Je trouve qu'ils ont quand même réussi à en faire quelque chose de pas trop mal. Ma note va peut-être paraître surélevée pour certains, j'ai mis 7,5 sur 10. Ça reste pas énorme hein, pour ce genre de stipulation, mais croyez-moi qu'avec les super heavyweight qu'il y avait dans ce match, ça paraissait pas facile d'en tirer un très bon match au final. Donc voilà. Ensuite, le troisième match de la soirée, donc c'était Ric Flair face à Mr. Kennedy. Donc c'était la carrière de Ric Flair qui était remise en jeu, puisque donc si Ric Flair perdait, il devait prendre sa retraite. Je vous l'avais déjà dit pour le Rumble, mais je trouvais pas ça très intelligent. On savait très bien que Ric Flair n'allait pas prendre sa retraite à No Way Out 2008, sachant que dans un mois même pas, t'as WrestleMania 24. On n'est pas débile, on sait très bien que Ric Flair va prendre sa retraite à WrestleMania. Ça paraît logique. Et en plus de ça, vous le savez, j'aime pas le fait que Ric Flair, à cette époque-là, burie, entre guillemets, enfin enterrait des jeunes. Vraiment, je n'aimais absolument pas ce concept, vraiment. Celui qui a eu l'idée de faire ça, vraiment bébête, hein. Enfin, j'aime pas du tout.
Je vous dis franchement, j'ai vraiment pas aimé ce concept. Donc Flair contre Kennedy, match qui a duré 7 minutes. C'est pas très très long. J'ai noté que Kennedy avait fait un très bon travail de heel. En même temps, j'ai envie de vous dire que Kennedy était vraiment très très bon. C'est dommage qu'il soit parti en mauvais termes avec la WWE parce que très clairement, ils avaient vraiment beaucoup de plans pour lui et c'est dommage. Parce que très clairement, je le trouvais excellent en heel. J'ai noté que Kennedy en fait s'était concentré sur le genou gauche de Ric Flair pendant tout le match. Tout simplement car il avait un bandage dessus, donc il était un petit peu blessé. J'ai noté que Kennedy avait essayé de battre Ric Flair avec sa propre prise, donc forcément le figure 4 leg lock. Finalement, Ric Flair a réussi à aller chercher les cordes. Et finalement, je vais revenir directement à la fin du match. En fait, c'est Ric Flair donc, qui s'impose avec le figure 4 leg lock. Donc, qu'est-ce qui me dérange dans ce match? Bon, alors déjà, le match n'est pas très long, forcément. Le rythme n'est pas incroyable. En même temps, j'ai envie de vous dire, on a Ric Flair dans le match, c'est logique. On a Ric Flair qui bat un jeune, j'aime pas du tout. Et en plus de ça, il y a la chose qui m'énerve le plus, je crois, dans le catch. Donc, vous le savez, je suis pas forcément le plus grand fan des matchs où un adversaire s'en prend pendant tout le match à une partie du corps de son adversaire. Mais encore quand son adversaire scelle le fait qu'il est mal à cet endroit-là et tout le machin, j'ai pas de problème. Mais quand un gars passe son temps à s'en prendre au genou de Ric Flair, que tu l'entends hurler comme pas possible, et que à la fin le mec arrive à porter son figure 4 leg lock sans problème, non, non, ça me fait pas plaisir du tout. Hein. Là clairement c'est du foutage de gueule. Donc très clairement ce match j'ai pas du tout aimé, que ce soit le résultat, le concept, la construction, la fin. Donc la note est très mauvaise, je préfère le dire, j'ai mis 3,5 sur 10. Et franchement c'est dommage parce que je trouve que Kennedy a vraiment fait un bon petit travail de heal sur le genou de Flair. Mais il y a un gros problème de cohésion avec la fin. J'aurais largement préféré voir Ric Flair gagner avec un roll-up par exemple. Ça aurait été beaucoup plus logique je trouve. Mais voilà, donc j'ai mis 3,5 sur 10. Ensuite le prochain match, donc c'était pour le World Heavyweight Championship. Donc c'était Edge, le champion poids lourd, face à Rey Mysterio. Donc match qui a duré 5 minutes 30. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lors du Rumble, justement, je vous avais dit que j'avais confondu les deux matchs. Donc voilà, c'est bien ce match-là de No Way Out, entre les deux, qui dure seulement 5 minutes 30. Donc voilà, vous connaissez déjà mon avis là-dessus, c'est beaucoup trop court. Surtout pour le titre poids lourd. Encore, ce serait un match simple, entre guillemets. Ça me dérangerait moins, mais là, c'est quand même pour le titre poids lourd. Et bon, voilà. À noter, et c'est assez important de le préciser, que Mysterio était blessé au bras. On l'avait notamment vu en backstage, en interview avec Todd Grisham, notamment Floyd Mayweather qui était venu le voir. Donc voilà, Mysterio qui était blessé. Pareil, encore une fois, je préfère vous le dire, vu la durée du match, j'ai pas grand chose à vous dire là-dessus. En fait, à un moment du match, donc on a Rey Mysterio qui a réussi à porter son 619 sur Edge. Je pense que vous visualisez comment le 619 est porté. Hein. Il faut s'appuyer avec les cordes pour pouvoir mettre un coup de pied. Donc forcément, le bras est tendu et tout le machin. Donc on voit Rey Mysterio qui a mal au bras et qui ne peut pas enchaîner. Et donc en fait, on le voit tenter un genre de springboard crossbody. Et finalement, Edge le contre avec un spear à la volée. Donc c'était pas aussi beau que celui du Rumble, mais il était quand même vachement cool. Et donc c'est grâce à ce spear que Edge conserve le titre poids lourd. Je suis vraiment expéditif sur ce match parce que vraiment, il y a rien à dire dessus. On a Mysterio qui a fait genre 3-4 galipettes, quoi, mais ça s'arrête là, quoi. Franchement, c'est dommage parce qu'un Edge Mysterio avec 3 fois plus de temps, ça aurait pu être un excellent match, vraiment. Et voilà, on a un match qui dure 5 minutes 30 et je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Donc, au niveau de la note, j'ai mis 4 sur 10 et je suis même généreux, franchement, parce que vraiment, c'est beaucoup trop light pour le titre poids lourd. Vraiment, c'est beaucoup, beaucoup trop light. Ensuite, donc, en fait, après ce match, on a le Big Show qui à l'époque faisait son retour, hein, puisqu'il avait fait une pause. On ne l'a pas vu pendant toute l'année 2007. Et donc, on le revoit donc après plus d'un an d'absence. En ayant perdu énormément de poids, donc on le voit, il était tout fier de montrer sa nouvelle silhouette. Le public était plutôt content de le voir.
Et puis au fur et à mesure du temps, on le voit en train de regarder Mysterio qui se faisait checker par les arbitres avec son bras blessé. Et là, on a donc le Big Show qui nous a fait du Big Show, c'est-à-dire que le mec revient en face et turn heel en l'espace de même pas 5 minutes. Quand on vous dit que c'est le roi des turns, c'est pas un surnom volé, hein. Très clairement, le Big Show est très très fort pour ça. Ensuite, donc, le Big Show attaque donc du coup Rey Mysterio, provoque Floyd Mayweather qui était en fait invité par la VE, donc en fait qui était dans le public avec ses gardes du corps et tout le machin. Et donc on voit Mayweather qui saute la barricade et qui va dans le ring. Du coup en fait on a le Big Show qui pose Mysterio, qui se met à genoux, invite Mayweather à le frapper, chose à ne pas faire. Et donc Mayweather lui envoie 3-4 droites dans la gueule avant de se barrer. Et donc on voit le Big Show qui lui court après, il était furieux le Big Show. Et notamment on pourrait penser que, voilà, parce qu'en fait le Big Show saignait de la bouche et du nez, c'était des vraies blessures. Et voilà, donc bouche en sang et le nez en sang, la totale pour le Big Show, quel retour de merde. Donc voilà, pour moi ça aurait eu plus sa place à Raw. Après ça n'engage que moi, c'est que mon avis. Ça, on va dire, ça a posé les bases pour leur match de WrestleMania. Mais je pense que ça aurait eu plus de sens de faire ça à Raw le lendemain du pay-per-view. Mais encore une fois, ça n'engage que moi. Ensuite, on va passer à l'avant-dernier match de la soirée. Donc, c'était pour le WWE Championship. Un match qu'on a vu beaucoup trop de fois. Donc, c'était le champion Randy Orton contre John Cena. Donc voilà, match qui a duré presque 16 minutes. Donc il y a déjà un truc qui me... Il n'y a pas un truc qui vous dérange. C'est-à-dire que donc John Cena a gagné le Rumble, ce qui veut dire que le mec a un match assuré dans le main event de WrestleMania, en tout cas pour le titre qu'il souhaite. Mais alors on peut m'expliquer pourquoi Cena a un match de championnat à No Way Out? Je n'ai pas compris. C'est-à-dire que ça m'avait jamais choqué au final. Et en me rematant la carte, je me suis dit, mais attends, il y a un truc qui va pas là. Je sais pas. S'il y en a un qui a une explication à me donner, sincèrement, parce que je ne comprends pas. En quoi, pourquoi Cena a un match de championnat, sachant que le mec a gagné le Rumble et donc est assuré d'avoir un match de championnat à WrestleMania. Ça veut dire du coup que le Chamber d'Euro, enfin le main event au final, n'a pas vraiment de sens au final. Enfin, c'est pas. C'est what the fuck. Sincèrement, j'ai vraiment pas compris. C'est un concept, hein. Franchement, je vous dis, c'est un concept. J'ai noté donc comment ce match s'est déroulé, qu'est-ce que j'en ai pensé. J'ai trouvé ce match vraiment chiant, vraiment. Il y a eu des Cena Orton qui étaient pas mal, mais alors celui-là, vraiment, non, c'était chiant. Concrètement, c'était chiant. Le rythme était très très lent et c'était chiant. Voilà. On a vraiment eu le match de John Cena typique de 2008, c'est-à-dire que le mec s'est fait dominer pendant tout le match presque et il est revenu à la fin tel un super héros. C'est le genre le genre de match en fait que je détestais avec John Cena. C'est pour ça que pendant longtemps j'étais un anti-Cena, très clairement. Donc voilà, je vais revenir directement à la fin du match parce que le match, bah, je vous dis franchement, il n'y a pas grand chose à dire. C'était plus une berceuse plutôt qu'autre chose. Et donc en fait, à la fin du match, on a Cena qui porte son STFU sur Orton, qui arrive quand même à aller chercher les cordes. Ensuite, il va à l'extérieur du ring et vend une blessure au genou. Donc en fait, l'arbitre va le voir, lui demande si ça va et tout le machin. On voit Cena qui dit à l'arbitre, non, non, mais c'est des conneries, mec, il est pas blessé. Et donc en fait, au moment où Cena allait le chercher pour le frapper, on a Orton qui le surprend en lui portant le RKO à l'extérieur du ring. Et donc en fait, derrière, on voit Orton qui revient dans le ring et qui dit à l'arbitre, compte jusqu'à 10, compte jusqu'à 10. Et donc en fait, Cena arrive à revenir dans le ring à 9. Et donc là, on voit Cena qui se relève en mode mais ultra vénère, en mode attends, tu t'es foutu de ma gueule, mec, je vais te défoncer ta mère. Et donc là par contre, alors là, j'ai adoré. On a Orton qui donc fait un petit peu un regard genre désespéré, il se dit putain, mais c'est pas possible. Et alors là, au moment où Cena allait lui foncer dessus, on a Orton qui met une claque monumentale à l'arbitre. Je l'ai pas vu venir, mais alors à aucun moment. Et donc forcément l'arbitre, il dit attends, tu m'as frappé, bah t'es disqualifié. Tu vois Cena qui fait une tête mais décomposée. C'était génial. Autant les fins comme ça en disqualification, je déteste. Autant là pour le coup,
j'ai trouvé ça génial parce que c'était vrai, tu peux pas faire plus heal que ça, quoi. Tu ne peux pas faire plus heal que ça. J'ai adoré. En plus de ça, tu le vois pas venir, sincèrement. C'était génial. Franchement, c'était génial. Donc voilà. Au final, John Cena s'impose par disqualification, mais vous le savez, on ne peut pas être champion en gagnant par DQ. Donc voilà, Randy Orton conserve le WWE Championship. Et forcément, après le match, on a John Cena qui s'est vengé sur Orton en lui défonçant sa race, en passant ses nerfs, on va dire. Mais sinon, le match en lui-même, franchement, c'était franchement très très lent, c'était pénible à regarder, surtout pour un match pareil, c'est pour le WWE Championship. C'est pas le meilleur Cena Orton, loin de là. Sans la fin, je pense que j'aurais mis genre 5,5. Mais vu que j'ai bien aimé la fin, j'ai rajouté 0,5 points. Donc j'ai mis 6 sur 10. Et je me trouve limite généreux parce que c'était vraiment, comme on dit, painful to watch. Et enfin, le main event de ce pay-per-view. Donc c'était pour être number one contender pour le WWE Championship. Au final, ce match n'a aucun putain de sens, hein, du coup. C'est pour ça que je ne comprends pas. Donc le Chamber de Raw. Donc on avait Jeff Hardy, on avait Triple H, Shawn Michaels, Chris Jericho, Umaga et JBL. Match qui a duré 24 minutes, donc c'est le deuxième match le plus long de la soirée. Là, alors les deux catcheurs qui ont commencé, c'était Shawn Michaels et Chris Jericho. Encore une fois, on commence avec du très très lourd. Les deux qui avaient eu un très très bon match à WrestleMania 19 et les deux qui ont eu une paire de très très bons matchs plus tard dans la même année. Donc alors au niveau de l'ordre des entrées, le premier à être rentré c'est Umaga, qui a fait d'ailleurs un très très bon chamber. J'y reviendrai plus tard. Umaga qui s'est fait éliminer. Umaga qui s'est pris la totale. Donc alors lui il s'est pris, écoutez bien, il s'est pris un switching music, un code breaker, le pedigree et une Swanton bomb de Jeff Hardy du haut d'une cellule. Je crois que même Roman Reigns n'arrive pas à se dégager de ça. Sérieusement, c'est du n'importe quoi. Le pauvre Umaga, il avait aucune chance de se dégager de ça. Ensuite, c'est JBL qui est rentré. Il s'est fait éliminer par un code breaker de Jericho. Ensuite, c'est Triple H qui est rentré. Et en dernier, c'est Jeff Hardy. Voilà. La finale, donc, c'était Jeff Hardy et Triple H. Et c'était également une bonne petite finale. On a eu un premier pedigree de la part de Triple H sur Jeff. Finalement, Jeff a réussi à se relever. Et finalement, Triple H plus tard a pu porter un deuxième pedigree. Ce coup-ci sur une chaise qui avait été amenée sur le ring par JBL, qui, frustré en fait de s'être fait éliminer dans le match, avait ramené une chaise dans le ring et il avait mis des chair shots à presque tout le monde. Même à Umaga, c'était d'ailleurs assez drôle. Donc voilà, Triple H qui remportait le match. Et donc finalement, on a eu un triple threat à WrestleMania entre Orton, Cena et Hunter. D'ailleurs, un bon petit triple threat match pour le titre WWE. Donc sinon, le match en lui-même. Donc je veux faire... si je devais désigner un MVP de ce match, je dirais que c'est Umaga, qui est un super heavyweight qui me manque vraiment. C'est vraiment triste hein, qu'il soit décédé aussi jeune. C'était vraiment un poids lourd qui était pour moi vraiment à part. Pour moi, Umaga, il est vraiment à part dans l'histoire de la WWE parce que c'était vraiment un super heavyweight, mais il était vraiment très très cool dans un ring, Umaga, et c'est vraiment dommage qu'il soit vraiment triste qu'il soit décédé aussi tôt. Donc j'ai noté qu'il avait amené beaucoup de violence dans ce match. Il avait notamment porté un double Samoan Drop sur Jericho et Shawn Michaels. Il avait également porté sa Samoan Wrecking Ball sur Jericho à travers le plexiglas. Donc le Samoan Wrecking Ball, vous savez, c'est quand il prend de l'élan et qu'il met un gros coup de fesse dans la tête de son adversaire. Donc là, c'était à travers le plexiglas, donc c'était bien bourrin aussi ça. Contrairement au premier match, là très clairement il y avait du rythme, mais il y avait surtout des meilleurs workers qu'on voyait quand même dans le match quand même. Hein. Le seul catcheur que je n'aime pas c'est JBL. Vous avez comme Jericho, Shawn Michaels, Jeff Hardy, on a Umaga, on a Triple H, on a quand même du très très lourd au niveau des participants. C'était vraiment un très bon match. Le seul défaut, c'est pour ça que j'ai pas mis 5 stars, c'est qu'en fait pendant longtemps il n'y a pas eu d'élimination. Et à partir du moment où Umaga s'est fait éliminer, on a JBL, Jericho et Michaels qui se sont fait quand même éliminer assez rapidement.
D'ailleurs, j'ai oublié de préciser les éliminations de Jericho et Michaels. D'ailleurs, je crois que Jericho se fait éliminer par un Switch in Music et Michaels par un pedigree de Triple H. Donc voilà, c'était vraiment un excellent match qui est de loin le meilleur match de ce pay-per-view. On est vraiment pas loin du 5 stars, je vous le dis vraiment, on en est vraiment pas loin. Donc j'ai noté 9,5. Pour moi, c'est l'un des meilleurs Elimination Chamber match de l'histoire. Donc voilà, en faisant l'addition des notes de ce pay-per-view, j'arrive à une moyenne de 6,1 sur 10. Donc ça résume plutôt bien mon avis sur ce show, sincèrement. J'en avais des meilleurs souvenirs de ce pay-per-view, je vais tout vous dire, franchement. Dans mes souvenirs, c'était mieux que ça, et franchement, ouais, non, c'est pas si ouf que ça, hein. Franchement, vous enlevez les deux Chambers, franchement, il n'y a pas grand-chose, hein. Le Guerrero Punk est pas mauvais, mais tu peux en attendre beaucoup plus, ça c'est sûr. Le Chamber de SmackDown est pas mal au vu des participants qu'on a, mais c'est très clairement loin de là. C'est loin de là le meilleur Chamber de tous les temps, ça c'est sûr. Le Flair Kennedy, j'ai pas du tout aimé. Le Edge Mysterio est beaucoup trop court. Le Cena Orton est vraiment pas ouf quoi. Et vraiment, ouais, franchement, le seul vraiment très bon match qu'on a dans ce show, c'est le Chamber de Raw qui est vraiment excellent et que je vous conseille de regarder si vous ne l'avez jamais vu. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai terminé avec ce show. J'attends tout simplement votre avis sur ce pay-per-view en commentaire si vous l'avez déjà vu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager cette vidéo si le cœur vous en dit. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde.